I'm feeling good. Je vais d'abord tout à fait officiellement et publiquement remercier Alexis Michalik d'avoir bien voulu venir. On est très très sensible à ce geste. Déjà bonjour, merci de m'accueillir dans votre choix. En fait, on s'est dit Alexis Michalik, il est quand même un petit peu agaçant, il réussit un petit peu tout ce qu'il entreprend. Donc il doit forcément avoir des vices, des péchés cachés. Alors on a essayé par également des petites questions, les 7 péchés capitaux. Voilà, qui seront un peu des questions de joker, que vous pouvez solliciter, si à un moment vous avez envie de vous auto-mettre dans une situation. De me gêner moi-même. Voilà. Comment c'est que vous savez bien raconter des histoires? Peut-être 5 minutes pour vous raconter vous-même. Je suis parisien, je suis né de 4 grands-parents avec des nationalités différentes. Ma grand-mère était australienne, mon grand-père irlandais. Et du côté de mon grand-père était polonais et ma dernière grand-mère était franco-belge. Moi j'ai eu la chance à 18 ans de jouer dans un Roméo et Juliette qui était monté par Irina Brouk à l'époque, qui s'est joué pendant un an, c'est super, grosse formation, grosse claque. Et derrière, du coup, ça a commencé à moi je tournais, je commençais à tourner un peu pour la télé principalement. Et ça me manquait de faire du théâtre, donc j'ai monté un premier spectacle qui était Mariage de Figaro, avec une bande de jeunes, quoi. Et on est parti en 2005 à Avignon, pour notre premier Avignon, ne sachant pas du tout ce que ça allait donner, ne sachant absolument pas qu'on pouvait vendre un spectacle qui avait une économie pour le théâtre, absolument rien de rien. On est arrivé là-bas avec... c'était vraiment très drôle. On n'avait pas d'affiche. C'était pas d'affiche. Si on n'avait pas d'affiche cartonnée, on n'avait pas encore compris qu'il fallait les. Donc on a compris là-bas. On n'avait pas de. C'était tout un bordel. C'est vrai qu'il faut y aller une fois pour ça, pour se rendre compte. Il faut une première fois. Voilà. Donc, on n'avait pas de dossier de presse. On avait pris une maison à 40 km d'Avignon. On dormait dans un mât provençal. On était 13 dans un mât provençal pour 8. C'était un premier Avignon super et j'ai adoré évidemment. J'ai découvert, j'ai eu un gros choc et à partir de là je suis revenu chaque année à Avignon. Donc là ça va être mon 10e Avignon cette année. Et la première venue avec un spectacle avec un petit peu moins de monde, on était 7 et ça s'appelait La Mégère à peu près apprivoisée. Bon, c'était une comédie musicale d'après Shakespeare, vraiment un peu barrée, déjantée, voilà, et qu'on a joué pendant 5 ans. On a voulu monter un chapeau de paille d'Italie suite à La Mégère, parce que La Mégère avait quand même pas mal marché, on avait joué au Splendide, etc. On avait toute une catégorie de gens qui aimaient un peu ce qu'on faisait, c'est-à-dire de la comédie musicale déjantée, barrée, du classique revisité, un truc un peu très burlesque à la Marx Brothers, à l'Antiquité. Et donc on s'est dit on va faire un chapeau de paille d'Italie à 10 avec tout le monde qui jouait un instrument, un truc un peu à la Kusturica, vraiment un peu barré. Et on est parti en production là-dessus et ça a duré 1 an et demi, on a tout préparé, chacun a commencé à bosser un instrument, moi j'ai fini la trompette, il y a des gens qui sont mis, chacun a choisi son instrument. Et puis au bout de 2 ans, on a trouvé des producteurs, on a trouvé cela, on a fait une grande lecture avec tout le monde, et puis ça s'est pas passé. Bosser sur un projet qui se fait pas, c'est toujours un peu frustrant et on vit ça un peu comme un deuil. Et là, pile poil à ce moment-là, il y a Benjamin Belcourt, qui est un autre de mes compères, un co-directeur du Ciné 13 Théâtre, voilà, producteur de théâtre, acteur, tout ça. Il m'a dit, écoute, j'ai un auteur qui m'a lâché pour un festival, un petit festival, est-ce que tu peux me monter un truc, c'est dans un mois, et j'ai trouvé 5 acteurs, je les ai appelés, puis j'ai dit, bon voilà, je vais faire un truc, c'est pour jouer 3 dates, c'est pas payé, il n'y a rien, on répéterait 2 semaines, j'ai 2 semaines à peu près pour écrire le truc, est-ce que ça te dit Bon, je vais te raconter l'histoire, et puis si ça te plaît, on le fait, et on monte une version de 52 minutes, de ce spectacle, voilà, une forme courte, quoi. Et on a créé ce qui allait devenir donc le porteur d'histoire, qui a joué 3 fois au Ciné 13, qui était à la base prévu pour se jouer 3 fois au Ciné 13 Théâtre, vraiment dans un labo, mais ça a été extrêmement excitant, extrêmement passionnant, la façon dont ça s'est monté, je vais y revenir tout à l'heure, je pense, sur la méthode, etc. Mais vraiment, ce spectacle, on l'a créé pour 3 €, quoi. Les costumes, ça a dû me coûter 300 balles. On a récupéré le truc chez Guérissol, etc. On a monté cette première version de 52 minutes qui représentait à peu près la première moitié du spectacle tel qu'il est et qui s'arrêtait en plein suspense. Vraiment, ça s'arrêtait au milieu de la pièce et on disait, c'est quoi une histoire? C'est ça en fait, c'est un truc qui fait qu'on a envie absolument de savoir la suite. Et puis les gens se disent, c'est sympa, c'est vachement bien.
pourquoi vous en faites pas quelque chose? Donc on avait Colette Nucci qui est venue du Théâtre 13, qui a dit bah, amenez-le au Théâtre 13, ok, très bien. Et puis on a eu les garçons des Béliers avignonnais qui ont dit bah, amenez-le au Bélier cet été, ok, d'accord. Et puis on s'est dit bon bah très bien, ça va faire le Théâtre 13, ça va faire le Bélier, on va peut-être vendre quelques dates avec un peu de chance, c'est parfait, tout le monde n'aura pas perdu son temps complètement. Et puis ensuite, voilà, le spectacle a eu la vie qu'il a eu, et puis petit à petit, on est passé des Béliers à la grande salle, à ceci, à cela, et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Donc si j'ai bien compris, c'est vous qui avez écrit toute la pièce, le porteur d'histoire? Le texte s'est créé de manière très particulière. Donc au départ, en fait, l'idée, c'est que ce spectacle mêle plusieurs époques, plusieurs façons de raconter, et comme il mêle plusieurs époques, il mêle aussi plusieurs styles styles littéraires. Donc le challenge, c'était qu'avec rien, donc avec presque sans accessoires, sans décor en tout cas, on crée l'imaginaire et on arrive à situer une époque et une situation extrêmement rapidement. Donc ça, c'est aussi le boulot des acteurs. Mais en tout cas, dans la narration, je voulais que le phrasé de l'époque contemporaine, on va dire, enfin, à peu près contemporaine, des années 80, tout ça, ce soit quelque chose de très réaliste. Et pour que ce soit réaliste, je voulais qu'on le développe en impro. Alors c'est particulier parce que c'est pas tout à fait de l'impro comme on dirait, bon bah allez-y, rentrez sur scène et proposez-moi une situation, c'est parti. C'est de l'impro dirigé, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qu'on faisait, c'est que, donc au départ, ce que j'ai fait sur la première partie du spectacle, qui s'est monté en deux parties. Une première partie pour le Ciné 13 et ensuite la deuxième partie pour Avignon qui a complété un peu l'ensemble. La première partie, j'ai pris les 5 acteurs petit à petit, chacun leur tour, vous les voyez, et puis je leur racontais l'histoire. Une fois qu'on est parti là-dessus et que je commence à me dire, bon ça y est, ils sont dedans, on va les faire se parler entre eux. Ils vont commencer à se parler, et quand on sent que ça commence à être bon, ok, on démarre l'impro, on vire les chaises, on est parti. Et là, ils savent à peu près ce qui va se passer. Ok, tu dois rentrer dans le bar, tu dois demander ton chemin, tu dois faire ci, faire ça, tu dois lui téléphoner, c'est parti. On n'a rien, on a des tables ouvrées. Et donc, en fait, on va créer cette scène à partir de rien. Mais moi, je vais créer ma mise en scène en même temps qu'eux sont en train de créer leur texte. Et il va dire, bon bah bonjour, je dis non, on repart, puis il va rentrer, puis il va attendre un peu, puis il va voir le bar. Puis au bout d'un moment, je vais dire, bon bah du coup, c'est pas trop bar qui va dire quelque chose. Il me dit, bonjour, non, tu dis pas bonjour, dis autre chose. Ok, bon, t'es pas du coin? Non, dis autre chose, t'es un patron de bar, qu'est-ce que tu demandes? Café? Voilà. On a la première réplique, et hop, on recommence. Et petit à petit, on avance comme ça. Le succès divise beaucoup. Contrairement à ce qu'on croit, vraiment le succès c'est quelque chose qui divise énormément. Quand on est dans la galère, avec ses durs, avec les machins, on est très solidaire. Quand ça commence à marcher, tout d'un coup, les acteurs vont dire « Attends, je comprends pas pourquoi je gagne pas 14 millions d'euros. » On va dire « Parce que la recette est de 500 euros. » On va dire « Bon, alors je veux bien prendre 8 millions d'euros. » On va dire « Non, la recette est de 500 euros. » Et ça va se passer comme ça en général. Et donc il y a très vite, dès que ça commence à marcher, en général, il commence à y avoir un truc de « Attends, mais je comprends pas, où est l'argent quoi ?» L'argent est là en fait, ça coûte très cher de faire des cadres. Et j'ai toujours écrit, mais j'ai toujours été persuadé que l'écriture servirait pas à grand chose et que j'intéresserais personne dans l'écriture. Donc j'ai beaucoup écrit, vraiment, depuis l'adolescence, des romans, des pièces, des scénars, des trucs un peu nuls quand je retourne aujourd'hui, mais j'ai toujours eu cette espèce de nerf d'écriture. Quand je faisais lire j'adore mes parents. Quand je faisais lire mes trucs à mon père, il disait ouais bon c'est un peu nul. Quand on a un père comme ça, en fait, au bout d'un moment, on va chercher ailleurs son approbation. Des gens brillants, très cultivés, etc. Ouais, bon, là, c'est facile. C'est un peu... Pour vous donner une idée, quand mes parents sont sortis du Porteur, c'est la première fois qu'ils sont venus à Avignon. La première fois qu'ils sont venus à Avignon, point. Ça faisait déjà 8 fois ou 7 ou 8 fois qu'ils sont venus. Ils sont venus à Avignon, ils sont venus dans la petite salle du Théâtre des Béliers, ils ont vu le Porteur. Qui à l'époque avait des réactions, en plus dans cette petite salle, la première fois, vraiment la première année, personne ne savait ce que c'était que cet objet, et les gens sortaient avec des réactions mais disproportionnées. Ils pleuraient, ils se tenaient dans les bras, j'invente rien, vraiment les gens sortaient de la salle hagards. Un jour on a vu un mec sortir, s'asseoir sur une chaise et pleurer pendant 20 minutes. 20 vraies minutes. C'était fou. Nous on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Mes parents viennent voir à Avignon et ils sortent de la salle, donc 10 minutes d'applaudissements, les gens debout, ils sortent et je les retrouve et puis ils me font bon, je fais ça va? Ils me font ouais, il faisait chaud hein. Premier truc, puis on n'était pas très bien assis. Ok, et voilà.
Et c'était fini. Il n'y a pas eu de bravo, il n'y a pas eu de machin, c'était la réaction de mes parents porteurs. Donc c'est bien. Moi, donc à partir de là, on sait que je ne peux rien espérer. Quand j'ai commencé à monter des premiers spectacles, avant même le porteur, avant le machin, quand on a fait le mariage de Figaro, qui était voilà, notre premier truc, qui était déjà une adaptation très libre, un peu barrée, un peu déjantée, avec des coupes, avec des machins, des chansons, des ceci, cela. On l'a créé d'abord au centre d'animation de la Jonquière. Oui. Mon premier spectacle à Paris. Tout le monde a fait la Jonquière. C'est le truc. C'est un passage obligé. Tout le monde passe à la Jonquière. On n'a rien, machin, la Jonquière. On a joué 4 jours. On a blindé. On était 10 sur scène. On a blindé la famille, les amis, les machins. Ça a cartonné. Les gens adoraient, applaudissaient, machin. J'étais hyper content. C'était la première fois que j'avais un truc. Et je me disais quand même, ok, mais c'est la famille et les amis. J'étais très content, mais c'est la famille et les amis. On va voir. Et puis ensuite, on l'a amené à Avignon, un an plus tard. On est arrivé à Avignon. Et les 3 premières dates, le théâtre avait loué à quelqu'un d'autre. Donc on a eu la chance de ne pas jouer les 3 premières dates d'Avignon. Et donc on a tracté pendant 3 jours. En disant, une place achetée, une place offerte, tout ça. On arrive à la première. C'était plein. Génial. Une place achetée, une place offerte. Il y avait 90 places, un truc comme ça, blindé. On commence à jouer. Premier rire, carton. Ça marche, ça cartonne. Pareil qu'avec la famille et les amis. Ça termine, gros applaudissements, pareil. Et là, je me dis, ok, j'ai une légitimité à faire des spectacles. Il y a une salle là qui n'est absolument pas composée de gens que je connais. C'est un public lambda. Il n'y a pas de complaisance. Exactement. Ils ont payé leur place, ils sont venus, ils ont vu le spectacle et ils l'aiment autant que familial. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ce que dit mon père n'est pas très important. Le regard d'un public lambda, c'est le plus évident, ça peut être cruel, mais au moins c'est objectif. Au moins tu auras un retour objectif sur ce que tu crées. Et c'est valable pour auteurs, metteurs en scène, acteurs, n'importe quoi. Même déjà le cercle, ça a été très compliqué parce que c'était comment réutiliser des choses du porteur sans repomper le porteur, sans repartir dans les mêmes... dans tout ce qui fait que le porteur a marché. Bon, voilà, c'est des questions... Oui, il faut pas que ce soit comme le porteur d'histoire, mais il ne faut pas que ce soit trop différent non plus parce que les gens se disent on veut voir du Michel du coup maintenant. Finalement, il y a une espèce de voilà, un petit peu. De copyright, on va voir du Michel. La première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un film. Comme ça, personne ne va me faire chier. Je vais faire une comédie de trentenaire, tu vois, le truc qui n'a rien à voir. Donc, je vais frapper complètement ailleurs. Clairement, il y aura une troisième pièce. Je pense que ce sera une pièce plus dans l'économie du porteur, c'est-à-dire quelque chose de très dénudé. Tu vois. Et ensuite, parce que j'ai déjà un peu la pièce en tête, mais le porteur partait, ce sera une sorte de clôture de trilogie. Quoi. Le porteur partait sur qu'est-ce que c'est que la narration, qu'est-ce que c'est que l'histoire. Les 3 pièces parleront du théâtre, plus ou moins en filigrane. Le porteur, ça parle de qu'est-ce que c'est que raconter une histoire, qu'est-ce que c'est que transmettre une histoire, l'importance de l'histoire dans nos vies, et surtout par le biais de la littérature, puisque ça parle des livres et d'ouvrir des livres. Le cercle, ça parle de théâtre aussi, ça parle d'un théâtre, mais ça parle de qu'est-ce qu'on peut faire au théâtre, à savoir de la magie, et plus tard, pour ceux qui l'ont vu, du cinéma, puisque ça parle de la naissance du cinéma. Donc, mais ça parle aussi du théâtre. La 3e pièce, ça tournera aussi autour du théâtre, je pense que ça tournera autour du théâtre, mais ça parlera d'autre chose. En tout cas, je pense que c'est hyper important de se réinventer. Ça, c'est vital. Et même de faire quelque chose qui n'a rien à voir, c'est hyper important. Parce que sinon, tu essaies de refaire la même recette tout le temps et c'est forcément moins bien. Tu vois, et c'est... Voilà, moi, des mecs qui durent, je pense à Brooke notamment, c'est des mecs qui vont chercher des choses très différentes. D'un spectacle à l'autre, peuvent faire quelque chose qui n'a rien à voir. Je bosse beaucoup en tant que comédien, je tourne beaucoup et je gagne très bien ma vie comme ça. Je fais des séries télé, je fais de la télé, je fais du cinéma, je fais machin. Si je voulais ne pas avoir monté de spectacle, j'aurais quand même très bien vécu. Et même j'aurais fait plus de foot, voilà, j'aurais vu des vidéos, ça aurait été cool quoi. J'aurais une vie super cool, il n'y a pas de problème. Donc la raison pour laquelle je fais des spectacles n'est pas une raison liée à une urgence pécuniaire, à une pression. Non, c'est vraiment parce que j'ai envie de raconter des histoires. Pour moi, c'est un métier d'artisan. Là, on va rentrer dans un autre truc, mais pour moi, le théâtre, c'est un métier d'artisan. Je crois fondamentalement que c'est pas à l'école que tu apprends ton métier, mais en jouant, et qu'au fur et à mesure des représentations, c'est pas un métier qui s'apprend à l'université, comédien, c'est un métier qui s'apprend sur les planches, et puis voilà, tu as un rapport avec des gens plus âgés qui te donnent leur savoir, etc., qui te transmettent des choses. Moi, j'ai appris ça sur les planches, en tout cas, vraiment. J'ai la chance de me retrouver sur des beaux projets, mais voilà, je crois en ça. Et donc, on va dire que quelqu'un qui bosse depuis 10 ans et qui est sur les planches depuis 10 ans, il sait des choses, quoi. Il sait ce que c'est, et il sait aussi ce que c'est la valeur du travail.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui compte quand je dis qu'il bosse pas. Talentueux qui bosse pas, il y a ça qui compte. Choper quelqu'un à un moment, ça fait 6 mois qu'il est au chômage, il va se défoncer. Il va arriver sur le plateau, il va être au taquet, il va tout connaître, il va avoir appris son texte, il va avoir bossé des trucs, il va amener un café. Choper quelqu'un qui est entre deux tournages, c'est pas pareil. Jeanne à Rennes, qui joue dans le cercle, donc pareil, ça doit être la 4e ou 5e à qui j'ai proposé le rôle, et qui a dit bah ouais je peux bien sûr, évidemment. Et vraiment c'était à la fin, on devait vraiment trouver quelqu'un, et j'avais repensé à elle parce que je l'avais vue à Avignon 3 ans avant dans un spectacle. Elle m'avait dit ah écoute, si on doit être plein à te demander, mais si jamais t'as besoin d'une comédienne, machin, ok, bon, d'accord, très bien. Et puis je repensais à elle, bon bah viens faire la lecture, et puis elle est venue faire la lecture déjà devant les prods et le théâtre et machin, et vraiment à la sortie de la lecture c'était bon bah commence dans un mois. Ok, génial, super. Et puis son rôle par rapport aux autres rôles était un peu moins important. Vraiment, le rôle qu'elle avait, c'était... elle jouait plein de rôles, mais il n'y avait pas encore de ça, quoi. Et puis en fait, elle joue le truc, et je me dis, putain, c'est bien ce qu'elle propose. Elle propose des personnages, des caractères qui sont assez drôles. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vu le cercle, mais voilà, un personnage notamment plus âgé, un personnage de caissière plus âgé qui est super, et elle l'a joué tout de suite avec une espèce de petite voix un peu nasillarde, etc. Je me dis, ah putain, ça me donne envie de lui rajouter des vannes ou un truc comme ça, tu vois. Et puis au fur et à mesure, des répétitions, je réécrivais, et puis son rôle gonflait. Et puis petit à petit, ça devenait un truc vraiment important, tu vois. Et puis ça aurait pu être anodin, mais à chaque fois, dans chaque rôle, elle imprimait un truc de... C'est une fille qui, 3 mois avant, je recherchais des nouvelles orientations de carrière. Elle avait dit j'arrête, c'est fini, ça marche plus, j'ai pas été payé depuis 1 an, je fais que des projets où je fais des remplacements, des machins. Et vraiment, elle était en train de se renseigner sur qu'est-ce que je vais faire, décoratrice d'intérieur, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme formation possible, tu vois, trentaine, machin. Et voilà, elle a fait ce truc, et elle était chambée, et dès la première, tout le monde a dit putain, super, et 6 mois plus tard, elle avait un Molière, quoi. Et c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et c'est parce que je pense qu'il y a une bonne partie de ça qui fait qu'elle avait faim, quoi. Qu'elle avait terriblement envie de tout donner, quoi. Une bonne partie d'un bon casting, c'est le flair de comment est-ce que tu trouves des gens qui ont cette même envie, quoi. Après, je dis pas que des gens qui bossent beaucoup sont pas aussi des super comédiens et ça peut être super, etc. Juste, ils sont peut-être moins disponibles. Le porteur d'histoire, à ton avis, pourquoi ça a marché? J'entends par là, au-delà de l'aspect économique de l'affaire. Pourquoi, à ton avis, parce que tu n'as pas la réponse, évidemment, personne ne l'a, mais tu as des éléments, bien sûr, mais à ton avis, pourquoi ça a rencontré un public comme ça l'a fait, quoi? Quand on écrit une première pièce, on se dit bon alors comment faire pour avoir 4 acteurs, donc 4 personnes. Ouais c'est ça, c'est une pièce où il y a un canapé, et donc et une table basse, et une sortie à la cour, et puis une sortie à jardin. Et on se dit, on se sent limité en se disant 4 acteurs, donc 4 personnages. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on a vu des pièces comme ça. Parce que, moi, pourquoi j'ai fait porteur? Parce que j'ai vu les pièces de Blackburnet, de Brooke, parce que j'ai vu des pièces où tout le monde jouait plein de personnages, où c'était ludique et brillant et intéressant, et on s'en fiche de savoir qu'on joue pas comme ça personnage. Ça, c'est une chose. Ensuite, bon, bah voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, ça a marché, voilà, il se trouve que ça a trouvé du public. Ensuite, il y a la façon dont ça s'est fait, c'est-à-dire c'est la seule façon dont peut avoir un succès une pièce sans tête d'affiche, sans rien, sans nom, sans machin. C'est démarrer à Avignon, puis petit à petit passer dans une salle un peu plus grande et jamais dépasser une certaine taille de salle. Après, sur la pièce elle-même, je pense que d'une part, ça parle à beaucoup de gens. C'est-à-dire que pour qu'on aime une pièce, il faut qu'on trouve des choses où on s'identifie. Dans le porteur, il y a plein de gens qui sortent en me disant « Putain, ça m'a parlé ». L'Algérie, tous les gens qui ont un rapport à l'Algérie sortent en disant « Mais oh là là, quand ça parle de l'Algérie, la façon dont ça parle de l'Algérie m'a parlé ». Tout simplement les femmes, ce que ça dit sur les femmes et sur la place de la femme, etc. Les romans de Dumas, il y a énormément de gens qui sont fans de Dumas, qui sortent. C'est con, mais les Ardennes, le nombre de gens qui sont sortis en disant mais je viens des Ardennes. mais on a eu tellement de choses. Mais parce que ça résonne chez ces gens d'une manière très particulière. Oui. Mais mon père avait un café à Nouzonville. C'est fascinant quand quelqu'un, on imagine quelqu'un qui a un café à Nouzonville et qui voit le porteur, il a dit Nouzonville. Et il y a plein de choses dedans qui parlent de ça. Vraiment plein de choses. Ça se fait parle qui
qui raconte une histoire, à la manière dont on raconte une histoire aux enfants. C'est Orson Welles qui disait qu'il se retrouve à un moment dans un colloque, un truc comme ça, dans une ville paumée, et puis il se retrouve à faire une intervention, et il y a 3 personnes dans la salle. Et il dit, alors voilà, je m'appelle Orson Welles, je suis réalisateur, auteur, acteur, metteur en scène, etc., scénariste. C'est étonnant que je sois aussi nombreux et que vous soyez cités. Voilà, merci beaucoup.